on est une association, donc loi 901. On travaille tous dans le domaine de la fintech ou de la banque ou de l'assurance digitale. Et en fait, on suit le domaine de la fintech depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de recul maintenant sur le domaine. Et en fait, on le suit avec une manière très particulière. En fait, on suit les levées de fonds. Finalement, quand il y a une levée de fonds dans un domaine très tech, les levées de fonds traduisent beaucoup de choses. On en a un peu parlé d'ailleurs dans la session juste avant. Les entrepreneurs parlent beaucoup de pourquoi ils lèvent des fonds, etc. Donc c'est un assez bon, je dirais, vecteur d'information pour décrypter un secteur. Et en fait, on part de cette info qui est quasi publique pour faire nos analyses. Et on le fait depuis 2010. L'année dernière, en fait, ça avait été une année un peu en demi-teinte, record parce qu'en France, les fintechs avaient levé 500 millions d'euros. Mais en demi-teinte parce que par rapport à l'année précédente, il y avait juste une augmentation de quelques pourcents. Donc on se demandait, est-ce que c'est un effet Covid ou pas? Est-ce que finalement on est sur une pente qui commence à s'adoucir et la folie de la fintech, bon voilà, etc. Donc, et en plus, bon, avec les situations actuelles, alors je sais pas d'ailleurs, je sais même pas qualifier où est-ce qu'on est aujourd'hui d'ailleurs, est-ce qu'on est post-Covid, pré-fin Covid, on ne sait pas, tous les matins on se réveille, etc. Donc avant d'analyser et de faire notre constat qu'on fait tous les ans, on se disait, mais finalement, est-ce qu'on est sur plutôt un vecteur positif, même en étant dedans au quotidien, on ne sait pas trop dire si c'est un secteur positif, parce que le contexte est quand même assez dur, ou à l'inverse, quelque chose qui est un terreau très bénéfique à la fintech. Alors, je vais dire quelque chose qui est très peau de banane, mais avec le Covid, le digital est devenu la norme dans les relations, y compris bancaires et d'assurance. Alors ça, tout le monde le dit, mais quand on bosse dans la fintech, dont la plupart des relations clients en B2B, en B2C sont digitales, et que par ailleurs c'est l'avantage compétitif de la société, bon, ça a quand même de la valeur, quoi. C'est un peu différent de la remarque un peu tarte à la crème de tous les secteurs. Ça a vraiment une vraie valeur, je dirais, dans le domaine de la fintech. Donc on s'est posé, on s'est dit, bon, bah, finalement, qu'est-ce que ça va donner? Et sans faire trop de suspense, en fait, on est sur une année... donc tout à l'heure... mon confrère parlait d'année de fintech en feu, je crois, c'est le terme exact. Alors, je pense qu'on peut dire effectivement, je ne sais pas si elle est en feu la fintech, mais on est sur des chiffres 2021 assez incroyables. En fait, cette année, la fintech en France a levé 2,5 milliards d'euros. Donc là, on est dans des dimensions qu'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant. Alors, quand on est en milliards, on perd un peu la notion d'ordre de grandeur, en fait, concrètement. Donc c'est intéressant de le comparer un peu à l'historique. Donc 2 milliards 2 milliards 5, enfin 2 milliards 6. C'est 3 fois plus que l'année dernière, qui était déjà des années quand même assez énormes. Donc en une année, au-delà du montant, je dirais, des levées de fonds, aussi c'est l'accélération qui n'a jamais été vue, c'est-à-dire un x3, vous voyez. L'année où il y avait une très forte accélération, c'était entre 2018 et 2019, avec des croissances de quasiment 50%. Là, on est x3, donc on est dans un vecteur complètement différent. Et moi qui commençais dans la fintech en 2010, vous voyez, on était timidement entre 0 et 10 millions tous les ans. Bon, on n'est plus du tout dans le même monde. Alors, de notre côté, à l'Observatoire, en fait, on l'explique de 4 manières, ce chiffre assez incroyable de 2,5 milliards. D'abord, on pense qu'il y a un effet rattrapage de 2020. Voilà, pour côtoyer régulièrement des investisseurs et des fintechs, on sait bien que d'abord les dossiers sont compliqués, ils sont longs, ça prend plusieurs mois, plusieurs semestres quelquefois. Et 2020, on a beau dire que ça s'est déroulé à peu près correctement, que la relation à distance ça marche bien, il y a eu quand même un décalage, donc il y a eu forcément un déport, d'après nous, d'ailleurs on l'a vu, un déport d'opérations qui auraient dû être signées en 2020, qui finalement ont été signées ou clôturées en 2021. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur qui est pas important, qui me fait très plaisir, c'est qu'on est sur des tickets moyens dorénavant. Donc vous voyez, 28,4 millions d'euros, qui sont très au-dessus de ce qu'on a connu précédemment. Si on fait un peu d'archéologie historique, mais c'est juste pour, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête, parce que ça dit beaucoup de choses. Dans les années 2010, au début de la fintech, mais même jusqu'à 2017, vous voyez, on était sur des tickets de 4 millions d'euros. Alors pourquoi ça augmente d'un coup? En fait, ça augmente sur deux vecteurs. Le premier, c'est que les investisseurs ont de l'argent. Bon, ça on le sait, etc. Mais pour moi, ce n'est pas le critère principal. Clairement pas. Pour moi, le critère principal, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs que j'ai devant moi, c'est des entrepreneurs en fait, qui voient grand et qui sont plus sur la pointe des pieds.
C'est-à-dire et c'est pas pour critiquer les prédécesseurs, parce qu'en fait c'était un contexte, c'était comme ça, mais dans les années 2010 jusqu'à 2015-2016, quelqu'un qui se lançait dans la fintech, il avait tout un discours autour je sais pas vos concurrents, monsieur les banquiers, monsieur les assureurs, on peut vivre côte à côte, on peut tous manger, d'ailleurs je peux bosser pour vous en B2B, en marque blanche, etc. C'est ça le discours. Clairement, les gens maintenant qui font des dossiers à 28 millions, c'est plus ça. Hein. Mais d'accord, hein, je veux dire, je suis en face de vous. Si on peut faire des deals, tant mieux, mais bon, moi j'avance tout seul. Hein. Donc on est face à des entrepreneurs qui sont beaucoup, beaucoup plus ambitieux, des business plans qui sont internationaux, etc. Et c'est ce qui traduit ce 28 millions. Et je pense qu'il y a clairement eu un shift qui a été fait ces quelques dernières années. La troisième raison, moi, car pourtant j'ai beau baigner dedans depuis des années, en fait ça m'a complètement sidéré et surpris. Pour moi, FinTech, pendant très longtemps, c'était paiement. D'accord, on l'a vu, hein, assis là. Paiement. Après, il y a eu du crowdfunding, mais qui a décollé un peu moyen, et puis qui s'est un peu transformé en du paiement d'ailleurs à la fin. Quoi. Banque digitale, mais banque digitale, dans ce modèle, c'est quasiment du paiement, parce que c'est des comptes de paiement, etc. Et là, en fait, ce qui explique une grosse partie de ces chiffres assez titanesques cette année, en fait, c'est l'AssurTech. En fait, l'AssurTech, cette année, en fait, a levé plus de 608 millions d'euros. C'est le premier secteur de la FinTech en levée de fonds en France cette année, devant le paiement et devant la banque digitale. Donc l'AssurTech, alors moi je suis très banquier dans ma formation, donc forcément je vois les assureurs, désolé, un peu de l'extérieur, un monde qui évolue pas très vite, avec des modèles économiques un peu anciens, etc. Et en fait là il y a une disruption mais incroyable, quoi. Enfin, quand on voit l'assurance santé, l'assurance habitation, Shift, bon quelque chose d'assez stupéfiant. En fait aujourd'hui l'AssurTech en France est le secteur le plus attractif pour l'investisseur et qui crée le plus de valeur aujourd'hui en France. Et c'est ce qui explique aussi une très grosse partie de ce chiffre. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sort un peu du petit ghetto paiement autour de la FinTech. Et le dernier vecteur qui explique, d'après moi, d'après nous, ce chiffre extrêmement important, en fait, c'est l'avènement des méga deals. On en a parlé juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on appelle méga deal? En fait, c'est des deals qui dépassent, dont les levées de fonds dépassent 100 millions d'euros. Donc vous vous rappelez les ordres de grandeur, pendant très longtemps, une levée de fonds d'une fintech, c'était entre 3 et 5. Et là, d'un coup, on a une arrivée massive de fintech qui font plus de 100. Alors, là, cette année, on bat tous les records. Hein. Par exemple, fin 2020, je ne sais pas si vous connaissez le record de l'année dernière, c'était Lydia avec 112 millions. Donc, entre-temps, en fait, parmi les records qu'on a battus, le top 10 a levé 1,8 milliard. Le plus gros deal en France, Conto, 400 millions. Donc on a explosé le record précédent de Lydia. Il y a eu 9 financements au-dessus du record précédent en une année. Il y a eu 7 financements au-dessus de Lydia. Alors, quand on regarde ces fameuses entreprises un peu au microscope, un peu en mode biologiste, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont à la fois super diversifiées, aucune travaille quasiment sur le même métier. Donc on n'est pas dans un concept, un marché où on se dit il y a un truc qui marche, tout le monde en profite, c'est la ruée vers l'or, mais qui est assis sur quelque chose de super précaire. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le modèle derrière toutes les entreprises, on ne va pas les faire, sinon ça va être trop long, mais il y a du B2B, il y a du B2C, il y a des domaines qui touchent de la crypto, de l'assurance, il y a de la banque digitale, il y a du crédit, qui est encore un modèle qui est très différent, avec pas du tout les mêmes façons de travailler, etc. Donc on est sur des modèles super différents, et je trouve que c'est un vrai avantage pour le secteur en France d'avoir finalement, non pas un modèle qui fonctionne bien, où il y a eu la martingale, comme c'était un peu au début, mais finalement on peut en citer sans doute des dizaines différents. Et je pense que c'est assez prometteur quand même de jours heureux, parce que peut-être que tous ne fonctionneront pas demain, j'en sais rien. En tout cas, il y en a forcément plusieurs qui vont fonctionner. En tout cas, c'est assez intéressant de le souligner. Donc ce qui est ambivalent, c'est qu'il y a des secteurs très différents. Elles sont toutes différentes, ces sociétés, et en même temps, elles ont quand même des points communs. Quand on décrypte, alors si je pars des communiqués de presse, si je pars d'une donnée publique quelque part, c'est facile. C'est facile. En fait, elles ont des points communs. Le premier, c'est le développement international. C'est-à-dire que les entrepreneurs réfléchissent à l'international, et en fait, ça a pas mal de conséquences. Ça boîte de la tech, en fait, les produits, il faut quand même les adapter localement. Et c'est un vrai casse-tête quand même. Il faut des people qui parlent anglais, les boîtes parlent anglais. Alors les annonces sont en anglais maintenant, etc. de chez ces boîtes-là.
même si elles sont quand même, elles restent encore très franco-françaises, mais demain, vous verrez, dans 2-3 ans, leurs headquarters sont sans doute pour certaines plus en France. Et puis le second point commun de quasiment toutes ces entreprises, c'est que en fait, quand une start-up se lance, et a fortiori une fintech, sa première démarche, en fait, c'est de se focaliser sur un segment et un produit, de le faire mieux que l'acteur historique qui a une vision un peu large du sujet, et se développer comme ça. Là, derrière ces méga deals, en fait, on sent qu'on bascule à une nouvelle étape où en fait, on reste quand même dans la focalisation, mais avec un élargissement régulier sur d'autres segments ou des produits on remonte un peu la chaîne de valeur, on la redescend. Donc, alors je ne vais pas prendre d'exemple, ça va être un petit peu trop long, mais on le voit. Enfin, si vous connaissez le secteur, on le voit très concrètement. Et en fait, l'objectif, on le connaît. Hein, l'objectif, c'est de continuer à prendre des parts de marché, faire augmenter le chiffre d'affaires, parce qu'on sait que les valos sont très liés au chiffre d'affaires, mais c'est aussi quand même à court ou moyen terme viser la rentabilité, qui est clairement l'objectif qui est assigné juste après. Et le dernier point commun, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a eu une conférence de 20 minutes dessus, c'est le recrutement de talents. Enfin, moi, quand je vois les chiffres de nombre de recrutés, je me demande si on forme assez d'ingénieurs ou de personnes en France pour attirer tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait trop l'exercice, mais je me demande si on prend un site d'emploi dans le secteur financier tout court, aujourd'hui, la part des fintechs, je pense qu'il est très au-delà de sa part naturelle en termes de chiffre d'affaires ou de... Oui, ah, pardon. Tu m'as dit quoi? Ah, bah, merci. Voilà. Et pour conclure, en fait, je vais terminer un peu avec une ouverture qui est la question que tout le monde me pose. En gros, est-ce qu'on est face à une bulle ou pas? Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai pas la réponse. Même si j'ai un avis personnel hein, que je garderai pour moi, mais pour terminer, pour vous mettre un peu du grain à moudre pour vous, en fait, on s'est amusé, vu qu'on a l'historique de toute levée de fonds depuis 10 ans, on s'est amusé à mettre en face deux chiffres. Alors c'est volontairement un peu provocateur et c'est scientifiquement hautement contestable. En fait, à gauche, vous avez les licornes fintech en France. Alors depuis ce matin, on a Lydia qui a complété le tableau, mais les 5, donc vous les connaissez, hein, donc Alan, Conto, Ledger, Lydia, Shift. Donc juste pour mémoire, la licorne c'est 1 milliard, enfin valorisation d'1 milliard d'euros et non coté. Et en fait, lorsque je prends les chiffres que j'ai pu voir à gauche à droite, donc c'est pour ça que prudemment on a dit estimé. Hein, en fait, on est à une estimation d'une valorisation totale d'environ 10 milliards de ces 6 sociétés. Et en fait, on trouvait intéressant de le mettre au regard de l'ensemble des levées de fonds qui ont été faites dans la fintech depuis 2010. En fait, on est à 5,3 milliards, dont 2,1 milliards dans les 6 sociétés qui est à gauche. Donc, en pirouette, pour terminer ce mini exposé, je dirais que ceux qui ont été malins, qui ont mis un peu d'argent dans les 2,1 milliards de droite, bon, il y a assez de fortes chances qu'ils recouvrent un jour les sommes qu'ils ont investies. Pour les autres, la question est encore en suspens. En tout cas, je pense que ça nous incite quand même à regarder l'avenir avec, je trouve, beaucoup d'optimisme. Et bulle ou pas bulle, j'en sais rien, mais je pense que ces entreprises ont encore pas mal de belles années devant elles, de mon point de vue. Voilà, et j'en profite juste pour faire un mini coup de pub sur l'Observatoire. Donc on est une association de la 1901. On a un site qui s'appelle FinTech Metrics où vous retrouvez tout le détail de toutes ces levées de fonds, enfin travailler un peu de TSE sur le sujet. Alors on est tous des anciens de Big Four, etc. Donc on est un peu besogneux, quoi. Tout ça c'est public, n'hésitez pas à aller les chercher. Et, bien sûr, on monétise absolument pas cette activité. On donne quelques interventions à gauche à droite pour payer des stagiaires, etc. Donc si jamais, notamment à Dauphine, on donne des cours, etc. Si jamais vous avez besoin... vous voulez qu'on vienne faire des interventions pour financer 2-3 stages chez nous, n'hésitez pas, on le fait bénévolement. Hein. Donc on pose des jours de congé hein, quand on vient, pour être tout à fait transparent. N'hésitez pas. De toute façon, on le fait nous parce qu'on pense que ça aide la communauté et que c'est super utile pour tout le monde. Voilà. Merci Emmanuel.